Imaginez une terre ancienne, divisée en deux royaumes distincts avec des traditions propres, où chaque dirigeant portait une couronne différente, symbolisant leur autorité. Il y a 5000 ans, cette région n'était pas encore l'Égypte unifiée que nous connaissons aujourd'hui. Au sud, la Haute-Égypte avec sa couronne blanche Edjet, et au nord, la Basse-Égypte avec sa couronne rouge Deshret. Ces royaumes, bien qu'autonomes, partageaient une histoire qui allait les amener à fusionner sous un seul souverain. Ce souverain, Narmer, roi de Haute-Égypte, entreprit une conquête qui changea à jamais la destinée de ces terres. En 3100 avant notre ère, Narmer réussit l'unification des deux terres, donnant naissance au premier grand État territorial du monde. Ce récit fascinant de l'union de la Haute et Basse-Égypte marque le début d'une civilisation légendaire. Les symboles et les styles visuels instaurés par Narmer et ses successeurs devinrent les fondations de l'identité égyptienne, transcendant les époques et les dynasties et influençant des pharaons aussi célèbres que Khufu, Hatshepsut et Ptolémée XII. Découvrez comment cette unification a façonné une culture et une puissance qui allaient dominer la vallée du Nil pendant des millénaires. Il y a 5000 ans, l'Égypte n'était pas une nation unique, du moins pas telle qu'elle existe aujourd'hui. Depuis des milliers d'années, le territoire était divisé en deux terres, la Haute-Égypte au sud et la Basse-Égypte au nord. Des inscriptions millénaires sur des céramiques et des illustrations de dirigeants de chaque royaume montrent deux entités distinctes avec des traditions différentes. Avant leur unification, les œuvres représentant des rois montraient des traditions vestimentaires différentes. Les souverains de Haute-Égypte portaient une grande couronne blanche appelée Edjé, tandis qu'en Basse-Égypte, les rois portaient une couronne rouge plus courte appelée Deshret. Vers 3100 avant notre ère, un roi de Haute-Égypte, connu sous le nom de Narmer, décida de changer tout cela. En incorporant les terres situées à l'ouest de la région fertile et triangulaire du delta du Nil dans son propre royaume, qui s'étendait alors sur la luxuriante vallée du Nil au sud, qui correspondrait actuellement à la zone qui s'étend du Caire au lac Nasser, il créa une Égypte unifiée, le premier grand État territorial du monde. L'union des deux terres marqua non seulement les débuts d'un État politique, mais aussi les origines d'un grand État culturel. Avec Narmer, l'Égypte commença à développer son propre style visuel, qui demeura à travers les âges, à mesure que l'iconographie et les symboles adoptés par Narmer et ses successeurs s'imposaient. Ces symboles devinrent des outils que les pharaons, tels que Khufu, Hatshepsut ou encore Ptolémée XII, utilisèrent pour communiquer le pouvoir, la force et l'unité pendant des millénaires. La capacité des œuvres d'art à préserver des moments de l'histoire est remarquable, les événements ayant des impacts sur les personnes qui les subissent. Les documents de l'époque de Narmer sont rares, mais il existe un objet qui survécut à travers les âges et qui nous offre un aperçu des changements qui eurent lieu lors du règne de Narmer. Il s'agit d'une palette en pierre, semblable à celles qui furent commandées par divers rois de Haute-Égypte à la fin de la période pré-dynastique. Fabriquées en siltite grise et sculptées d'images de dieux, de bêtes et de rois, ces tablettes étaient utilisées pour broyer et mélanger les pigments cosmétiques. Certaines étaient destinées à un usage pratique, d'autres à des cérémonies, et d'autres encore étaient déposées en tant qu'offrandes votives dans des temples. Hierakonpolis ou Neken, au sud de Luxor en 1897-98. Désormais connu sous le nom de palette de Narmer, cet objet date d'environ 3200 à 3000 avant notre ère. Il semble que le souverain dédia la palette au temple du dieu faucon Horus, symbole du pouvoir cosmique et politique. Contrairement au masque de Toutankhamon, qui fit le tour du monde, la palette de Narmer ne quitta jamais l'Égypte. Aujourd'hui, cet artefact de 64 cm de long, qui comporte certains des plus anciens hiéroglyphes du monde, est exposé au musée égyptien du Caire. La palette de Narmer fut fabriquée à partir d'une seule pièce de siltstone et sculptée sur ses deux faces. L'avant et l'arrière présentent des illustrations du roi, ce qui en fait la plus ancienne représentation monumentale d'un pharaon découverte à ce jour. Sur l'une des faces, Narmer porte un Edjet de Haute-Égypte, saisit un ennemi par les cheveux et lève une massue pour le frapper. Sur l'autre, le souverain porte un Deshret de Basse-Égypte et observe ses ennemis vaincus. Ce fut la première fois qu'un roi égyptien était représenté portant les deux couronnes sur une même œuvre d'art. Les égyptologues considèrent que la présence des deux couronnes est une preuve de la création d'une Égypte unifiée sous le règne de Narmer et de la volonté de souligner activement cet exploit. Les pharaons qui suivirent s'appuyèrent sur l'iconographie royale utilisée par Narmer et la transformèrent. Les couronnes des deux pays furent finalement combinées en une unique couronne appelée Pshent ou Skmeti. Cette double couronne permettait d'unir visuellement les deux territoires sur la tête de celui qui les gouvernait. Le dieu Horus, à tête de faucon, est souvent représenté portant un pshéan. Le pharaon Den
qui régna vers 2900 avant notre ère, est aujourd'hui considéré comme le premier à avoir porté la double couronne, achevant ainsi la fusion des territoires lancés par Narmer plusieurs générations avant lui. Aussi étonnant que cela puisse paraître, le concept des deux terres ne disparut pas avec cette première dynastie, ni celles qui suivirent. Au contraire, la nature double du royaume égyptien était mise en avant, car la dualité était un principe important de la culture égyptienne, y compris du trône lui-même. Les pharaons de la première dynastie adoptèrent le titre de Seigneur des deux terres, et les pharaons suivants continuèrent à utiliser ce titre à travers les âges. Le fait de préserver la distinction entre les identités des deux terres était une façon de donner une dimension divine au nouvel ordre politique. En effet, deux forces aussi opposées que nécessaires étaient au cœur des croyances de l'Égypte antique. Maat, l'ordre, et Isfet, le chaos, les forces statiques et dynamiques qui régissent l'univers. L'objectif était d'atteindre l'équilibre, et pour cela, l'ordre et le chaos devaient coexister. La palette révèle également l'évolution du style visuel égyptien. Avant Narmer, des influences extérieures à l'Égypte s'introduisaient dans les œuvres d'art. Certaines semblaient simplement décoratives, telles que la rosette, un motif élamite utilisé pour identifier le porteur de sandales du roi, qui se tient à sa gauche sur la face avant de la palette. Au dos, deux serpopards, des félins mythiques au long cou de serpent, forment un compartiment circulaire avec leurs cous entrelacés. Ces créatures sont également présentes dans l'art élamite ancien. D'autres influences mésopotamiennes furent également observées, telles que la représentation des dirigeants sous la forme de véritables bêtes, des créatures redoutables comme les lions, les taureaux, les faucons ou les scorpions qui détruisent les villes et écrasent les ennemis. Sur la palette, Narmer est clairement dépeint deux fois sous une forme humaine, et certains chercheurs pensent qu'il apparaît également deux fois sous la forme d'un roi bête. Sur l'avant, il pourrait être le faucon dont les bras humains se perchent au-dessus de la tête d'un ennemi, tandis qu'au dos, dans la section la plus basse, il pourrait être le taureau chargeant à travers les murs de la ville et piétinant un ennemi sans défense. Cette iconographie du roi bête disparut presque entièrement après le règne de Narmer. Bien que certains vestiges subsistèrent, les pharaons pouvaient être représentés sous forme humaine, mais portant une queue de taureau, comme Den, le quatrième pharaon qui régna après Narmer. L'image figurant sur la face avant de la palette de Narmer demeura dans l'art égyptien au fil du temps. La position du corps de Narmer, avec une main levée tenant une massue et l'autre serrant un ennemi sans défense, peut être retrouvée à presque toutes les époques de l'Égypte des pharaons. Sur les murs de son temple d'Abou Simbel, Ramsès II terrasse ses ennemis à la manière de Narmer, tandis que plus de 1000 ans plus tard, Ptolémée XII fut représenté sur le temple d'Horus à Edfou, dans cette même pose. Le nom de Narmer est inscrit sur les deux côtés de la palette. Une combinaison des symboles du poisson-chat, Nar, et des ciseaux, Mer, apparaît en haut de l'objet. Cependant, les premiers égyptologues n'étaient pas certains qu'il était réellement le tout premier pharaon. Les documents royaux de son époque sont rares, et beaucoup de ceux que nous avons sont incomplets. S'il existe plusieurs listes des rois qui consignent les noms des pharaons et de leurs successeurs, les listes intactes qui remontent jusqu'à la période tinnite sont peu nombreuses. Deux des plus importantes furent découvertes au Caire dans les années 1980 par des chercheurs de l'Institut archéologique allemand. Ils trouvèrent deux empreintes de sceaux cylindres dans la tombe du pharaon Den. Ces sceaux, qui constituent les plus anciennes listes de rois documentées à ce jour, énumèrent les souverains et les successeurs de la première dynastie. L'un des sceaux date du milieu de la première dynastie et nomme 6 souverains, et l'autre s'approcherait davantage de la fin de la première dynastie et nomme 8 dirigeants. Les deux listes commencent par Narmer. Ce sont les listes royales créées des millénaires plus tard, au cours du Nouvel Empire, qui sont à l'origine de la confusion. L'une des plus complètes est la liste d'Abydos, gravée sur le mur du temple mortuaire de Séti Ier, XIIIe siècle avant notre ère. Gravé sur le mur, Séti et son héritier, Ramsès, le futur Ramsès II, font face à des rangées de cartouches portant les noms des anciens pharaons d'Égypte. Sur cette liste, le premier roi cité est Ménès et non Narmer. Le papyrus de Turin est une autre liste royale datant de la même époque que celle de Séti Ier. Plutôt que d'être gravée dans la pierre, elle est écrite en caractères hiératiques cursifs sur du papyrus et constitue l'une des listes royales les plus précises et complètes de la 1er à la 19e dynastie. Cette dernière nomme également Ménès comme le premier pharaon. Des siècles plus tard, des auteurs classiques, tels que l'historien grec Hérodote du 5e siècle avant notre ère, écrivirent que Ménès avait unifié l'Égypte. Manéthon,
prêtre du temple d'Héliopoli au IIIe siècle avant notre ère, écrivit une autre source fiable indiquant que Ménès était le premier roi. Les égyptologues tentèrent de concilier l'utilisation de ces deux noms. Peut-être s'agissait-il de deux personnes différentes, l'une qui unifia l'Égypte et l'autre qui régna après elle. Ou peut-être Ménès était-il un personnage composite, constitué à partir de la vie et des actes d'autres rois primitifs. L'égyptologue anglais Flinders Petrie proposa la théorie la plus largement acceptée. Narmer et Ménès étaient une seule et même personne. Narmer était le nom du premier pharaon de la dynastie Tinnite, et Ménès était un titre honorifique signifiant « celui qui perdure ». Il reste difficile de déterminer des détails précis concernant la vie de Narmer. Il aurait été originaire de Hiéracompolis et aurait été responsable de l'organisation de la quarantaine de régions de son nouveau royaume unifié appelé Nom. Il se maria et le nom de son épouse royale était Neith-hotep, en référence à une ancienne déesse créatrice, Neith. Narmer construisit également un temple dédié au dieu créateur Ptah à Memphis, une autre cité importante de l'Égypte antique. Les détails concernant la mort de Narmer sont flous. Des historiens classiques, qui écrivirent des millénaires après sa mort, affirmèrent qu'il fut emporté par un hippopotame. Pour certains égyptologues, il pourrait s'agir d'une figure de style et non d'un hippopotame au sens propre, mais la cause de la mort reste une question ouverte. Narmer décida de faire installer sa tombe dans le sud et fut enterré dans ce qui devint le cimetière royal d'Abydos, où ses ancêtres et ses descendants furent également enterrés. La tombe de Narmer est petite, composée de 2 chambres souterraines qui suivent la tradition prédynastique de l'architecture funéraire, un style qui s'éteignit avec lui. Sa veuve et son fils, Or-Aha, furent enterrés dans des tombes plus grandes et les pharaons suivants dans des structures de plus en plus monumentales, une tradition qui atteignit son apogée avec les pyramides grandioses érigées par les pharaons de l'Ancien Empire.